Bienvenue à cette présentation concernant l'union parentale. C'est ce nouveau régime conjugal qui entrera en vigueur le 30 juin prochain, 2025. Mon nom est Jean Lambert, notaire. J'étais un des membres du comité consultatif qui ont pondu un rapport qui a amené à la réforme du droit de la famille, enfin, en partie, dont l'union parentale est un de ses volets. J'ai le plaisir d'accueillir Mme Céline Lebourdet, qui fut un des membres du comité consultatif et qui nous a éclairé beaucoup sur l'aspect sociologique de la situation conjugale au Québec. Alors, Mme Lebourdet, plaisir. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. Moi, j'étais professeure, je suis professeure émérite au département de sociologie de l'Université McGill et je suis à la fois démographe et sociologue. Donc, j'ai un peu couvert les deux aspects. Comme vous dites, j'ai fait partie du comité, mais j'ai aussi témoigné à titre de témoin expert pour le procureur du Québec dans la cause Éric contre Lola. Je pense que c'est vous qui nous avez éclairé sur la proportion de couples non mariés au Québec par rapport au reste du Canada. Par exemple, c'est quelque part autour de 42 % de couples québécois qui vivent en union libre ou union de fait. Oui, c'est au-dessus de 40 % maintenant, parce que ça a continué d'augmenter un peu. Mais peut-être ce qui est important aussi, c'est que les enfants au Québec naissent de plus en plus souvent dans le cadre d'une union libre. Alors, c'est plus de 55 % des enfants qui naissent depuis à peu près les 10-15 dernières années dans le cadre d'une union libre. Donc, c'est vraiment un changement. Et par rapport au reste du Canada, c'est beaucoup plus faible que ça. Je ne sais pas si c'est la raison qui a amené la Cour suprême à statuer que notre droit de la famille au Québec, qui ignorait à toute fin pratique les conjoints de fait, était discriminatoire à leur égard. Et le jugement qui aurait pu, dans le fond, attaquer l'existence de notre droit, la juge en chef a fait la différence. C'était une décision qui était très serrée et elle a dit: oui, c'est acceptable dans le cadre d'une société libre et démocratique. Mais le fait qu'il y ait eu 5 juges contre 4, on voit que c'est une décision très serrée. Je ne sais pas comment vous l'avez perçu, mais nous, les juristes, on l'a perçu comme étant un appel aux législateurs québécois de passer à l'action. Oui, bien, je pense que tout à fait, c'était incontournable de se faire dire qu'à 5 contre 4, il y avait peut-être un aspect un peu discriminatoire par rapport aux couples en union libre au Québec. Et donc, je pense que le ministre de la Justice était comme appelé fortement à enclencher une réforme. Effectivement, le ministre Saint-Arnaud, et d'ailleurs, moi, je lui rends hommage en passant pour dire qu'il a agi très vite. Hein? À peine 4 mois après le jugement, il a créé notre comité. Oui, oui. Mais pourquoi la réforme était nécessaire, si je peux me permettre? Bien sûr. Je pense que, premièrement, une chose, je pense que le rapport du comité, que j'invite tout le monde à lire, le disait très clairement, depuis la réforme majeure du droit de la famille de 1980, il y avait eu des ajustements qui avaient été faits en cours de route pour tenir compte des familles en union libre un peu, etc. Mais d'un autre côté, c'était un peu tous des morceaux. Alors, je pense que l'élément numéro 1, le comité disait: c'est important de faire une réforme pour avoir un ensemble qui soit cohérent et non pas un petit ensemble de rapiessage. L'autre chose, je pense, qui était très importante, c'est que quand on a fait le droit de la famille en 1980, le modèle des familles, c'était les couples mariés. C'est encore le même qui existait depuis. Voilà. Mais à l'époque, la majorité des enfants naissaient de parents mariés. L'union de fait avait commencé à apparaître, mais c'était plus, dans le fond, pour tester la relation ou en attendant de se marier. Rappelez-vous qu'avant 1980, on parlait de concubinage et toute entente entre les concubins était jugée illégale. Donc, 1980, ça a fait un petit pas en disant « OK, le droit va reconnaître les conventions librement consenties. » Avant, c'était uniquement pour des questions d'aliments. Mais à part ça, c'était illégal. Donc, 80 était quand même une avancée importante. Et puis, est-ce que c'est à ce moment-là aussi qu'on a enlevé la distinction
entre les enfants Oui. légitimes et illégitimes. Oui, exactement. Parce que jusqu'à ce moment-là, les enfants qui étaient nés dans le cadre d'une C'était union... épouvantable entre vous et moi, là. Tout à fait, tout à fait. C'était inacceptable. Alors, Il n'y avait aucun droit. Alors, je pense que, donc, ce qui est arrivé, c'est qu'à partir des années 80 jusqu'aux années 2010-2015, on a vu que les modèles familiaux avaient beaucoup changé. énormément. Premièrement, les couples avaient les enfants dans le cadre de l'union libre. L'autre chose aussi qu'on a noté, c'était la hausse des séparations, des ruptures d'union, surtout les ruptures d'union de fait, mais aussi les ruptures de mariage. Et donc, qui créaient des familles monoparentales et après des familles recomposées. Et donc, dans le fond, le droit en tenait pas du tout compte. L'autre important, je pense, élément important, c'est qu'on a vu aussi, à partir des années 80-90, c'est la hausse du travail des femmes. Exactement ça. J'allais justement vous relancer là-dessus. Ça a fait des femmes qui étaient d'abord financièrement mieux pourvues, mais plus que ça, elles étaient mieux informées. Elles avaient souvent beaucoup plus d'instructions que nos grands-mères, par exemple. Alors ça aussi, ça faisait partie, je pense, hein, du changement de la société profond. Non seulement les femmes commençaient à travailler beaucoup plus souvent qu'auparavant, mais elles n'arrêtaient plus quand elles se mariaient et ou quand elles avaient un enfant. Donc, on pouvait avoir des unions qui étaient beaucoup plus équilibrées, je veux dire, sur le point de vue économique, sur le plan financier. Donc, je pense que c'est ces trois éléments-là qui ont fait que il fallait procéder à une réforme du droit de la famille au Québec. C'est souvent l'arrivée d'un enfant qui faisait que tout d'un coup, il y avait une interdépendance, si je peux dire, que si un des parents arrêtait de travailler ou ralentissait dans sa carrière, bien, à ce moment-là, ça créait une espèce de débalancement économique qui, je pense, fallait corriger. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'on avait vu, c'est que quand il y avait une séparation, c'était beaucoup plus souvent la femme, la mère, que le père qui avait la charge des enfants. C'est ça. Ouais. Et dans ce cas-là, comme il n'y avait aucune protection, les femmes pouvaient se ramasser à devoir déménager dans un petit appartement, et donc qui faisait qu'il y avait vraiment une inégalité, si je peux dire, quand les enfants allaient chez la mère et peut-être chez le père. Mmh. Souvent, on parlait de deux lieux d'habitation très différents, très opposés, ce qui n'était pas une bonne chose pour l'enfant, en passant. Effectivement, effectivement. Et donc, je pense que si... on s'était dit dans le comité, je pense que si les couples étaient plus égaux maintenant, en termes de relations de travail, de revenus, on allait essayer de leur laisser toute l'autonomie pour décider ce qu'ils voulaient faire, mais qu'à partir du moment où il y avait un enfant, peu importe le cadre conjugal, que les couples soient mariés, en union de fait, ou même qu'ils habitent chacun chez soi, bien qu'à ce moment-là, il fallait prendre en compte. Ça, le législateur n'est pas allé aussi loin. Il n'a pas voulu toucher au cadre marital puis de l'union civile. D'ailleurs, on avait suggéré que l'union civile disparaisse. Donc, j'ai mentionné que l'enfant, pour le comité, était déterminant pour un régime qui serait imposé au conjoint. D'ailleurs, dans notre rapport, c'était peu importe qu'il soit marié ou non. Alors, je vous lance la balle pour nous dire pourquoi que le comité a considéré que l'enfant devait être au centre. Mais je pense qu'on en a un peu parlé tantôt. C'était surtout qu'on a dit que, étant donné que les femmes étaient beaucoup plus présentes en marché dans l'emploi, bien, s'il n'y avait pas d'enfants, bien, que les couples étaient plus ou moins égaux, donc on pouvait les laisser négocier au fond leurs arrangements, mais qu'à partir du moment où il y avait un enfant, bien, à ce moment-là, s'il y avait un des deux conjoints qui ralentissait sa carrière ou même se retirait du marché du travail, bien, à ce moment-là, il subirait vraiment un désavantage économique. Et c'est pour ça, je pense, qu'on recommandait qu'il y ait à ce moment-là une prestation compensatoire parentale et que ce soit un régime impératif, donc que personne ne pourrait s'en soustraire, qu'ils soient mariés, mais présentement, ils sont déjà couverts, en union de fait ou même s'ils n'habitaient pas ensemble. D'ailleurs, la prestation compensatoire parentale, je le considère comme étant l'élément le plus important de l'union parentale. Donc, tout le corpus législatif au sujet de l'union parentale, à mon point de vue, la compensation
parental, c'est l'élément le plus important. Qui d'ailleurs, il ne faut pas confondre avec l'ancienne prestation. En fait, je dis l'ancienne. Celle qui existe pour d'autres raisons lorsqu'on parle d'enrichissement de l'un, appauvrissement de l'autre. Alors qu'on n'est pas sur ce terrain-là au niveau de la prestation compensatoire parentale. Mais dans le nouveau patrimoine qu'on impose, présentement, le législateur permet aux couples de s'en retirer. Et dans un sens, je pense que ça correspond peut-être plus avec l'idée du comité qu'on avait à l'époque, parce que le comité, à l'époque, ne recommandait pas la création d'un patrimoine familial pour les couples en union de fait, même s'il y avait des enfants. Comme vous avez dit, ce qu'on recommandait beaucoup plus, c'était d'avoir une prestation compensatoire parentale et que ce soit un régime impératif. Mais nous, le comité proposait aussi beaucoup de souplesse parce qu'on se disait, à la fois chez les couples mariés et chez les conjoints de fait, peut-être qu'on avait besoin de souplesse. Par exemple, on a dit qu'à cause des séparations, on a des familles monoparentales et quand une des personnes se remet en union, on a des familles recomposées. Et présentement, il y a peut-être des familles recomposées qui veulent se marier, mais qui n'oseront pas se marier parce qu'elles veulent, ces personnes-là, préserver leur patrimoine pour leurs enfants et non pas l'envoyer. Et nous proposions l'opting out. Exactement. Alors que pour les conjoints de fait, on proposait l'opting in. Voilà. Et c'est un peu ça le patrimoine d'union parentale. C'est une drôle façon de faire un opting in, c'est plutôt un opting out. Ouais. Donc, on le met là, mais on dit, si vous voulez vous en retirer, ou retirer certains biens, parce que c'est pas une soustraction totale, à ce moment-là, on reconnaît donc là, vraiment, activement et concrètement, l'autonomie de la volonté et les libertés des gens. Pourquoi? Parce que le patrimoine familial, c'est toujours encore une question de partage, pas nécessairement une question de compensation. Alors, c'est probablement la raison pour laquelle le législateur l'a apporté, mais parce qu'il y avait des demandes à cet effet-là. Donc, il a fait une espèce de compromis, d'après moi. Oui, vous avez raison. Je pense qu'ils font des compromis un peu partout, comme quand ils mettent le patrimoine familial, mais premièrement, qui est beaucoup moins gros que le patrimoine familial qui est dans le mariage, puisqu'il n'inclut pas les régimes de retraite. C'est seulement les résidences, les biens meubles et les voitures. Ouais. Et en plus, quand on regarde, finalement, c'est que, moi, je me disais, pour beaucoup de couples, quand on regarde, il y avait une enquête qui avait été faite il n'y a pas longtemps au Québec, il y a plus que la moitié des conjoints de fait qui sont propriétaires conjoints d'une résidence, et il y en a à peu près 30 qui sont locataires. Alors, pour ceux-là, il ne reste pas grand-chose à partager. Il restait, les biens meubles et les voitures. Et peut-être une bicyclette. Peut-être, voilà. Mais non, donc, là, je fais une caricature. Oui, mais c'est ça. Mais donc, je pense, et dans un sens, moi, ça me laisse un peu sur ma faim parce qu'ils reconnaissent l'autonomie pour les couples en union de fait, mais ils ne veulent pas reconnaître d'autonomie pour des couples qui seraient désireux de se marier, mais voulant échapper au patrimoine, par exemple, pour les familles recomposées en opting out. Moi, j'espère qu'il va y avoir une prochaine étape. En dernier, d'ailleurs, on va avoir un peu à glisser aux gens qui vont regarder notre présentation. Je leur dire, peut-être que vous avez un rôle à jouer pour l'évolution du droit de la famille, parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas terminé. Il y a eu 3 volets importants qui ont été touchés récemment. Ça, il faut rendre hommage au ministre. Mais ce n'est pas encore terminé. Il faut le dire franchement, ce n'est pas terminé. Non, parce que quand on parle de la volonté d'autonomie, j'ai essayé de regarder, est-ce qu'on a des données là-dessus, de demander au couple, voulez-vous décider, puis on ne trouve pas tellement clairement d'études là-dessus, mais ce qu'on voit au Québec, c'est que quand les couples ils ont un niveau relativement élevé de revenus, et surtout quand les femmes ont un niveau relativement élevé de revenus, elles vont choisir plus souvent l'union de fait que le mariage. Ouais. Et donc, on dirait que quand elles ont une certaine sécurité financière, elles vont faire ça. Et l'autre chose qu'on remarque aussi, c'est que dans les couples en union de fait, il y a une gestion séparée des revenus. Ils sont beaucoup moins enclins à mettre
dans un compte de banque conjoint, par exemple, ou de mettre en commun tous les revenus que font les couples mariés. Donc, on sent qu'il y a une espèce de volonté d'autonomie que les couples veulent. C'est très clair. D'ailleurs, le compte commun, dans la plupart des cas, c'est pour les dépenses communes. Oui. Puis souvent, la contribution est égalitaire. Un peu de chose, en tout cas, pour ce que j'en sais. Oui. Je reviens sur la question de la pension alimentaire. Si j'ai bonne mémoire, notre comité ne la proposait pas. On l'a discuté et on en est arrivé à la conclusion que, tout d'abord, la période enfant, c'est généralement les couples sont jeunes. Lorsqu'il y a rupture, on ne voulait pas que le conjoint qui a été désavantagé économiquement se croise les bras et dise « j'attends 65 ans pour bénéficier de la chose ». On voulait ce qu'on appelait le clean break. C'est-à-dire qu'on disait, on règle tout maintenant. Et c'est pour ça que l'emphase est mise sur la prestation compensatoire. Et on avait regardé différents cas de figure où on voyait que ça pouvait créer une certaine inégalité, surtout s'il y avait eu des enfants d'unions différentes et de situations différentes à un moment donné, de partager les rentes. Donc, là-dessus, le comité avait dit, puis le ministre ne l'a pas retenu non plus. Vous avez raison, tout à fait. Mais je pense que quand le clean break, comme vous dites, c'est qu'on ne voulait pas aussi que, mettons, un jeune couple qui a des enfants qui se séparent de plus en plus rapidement, après, une fois séparés, si, par exemple, un conjoint allait dans une autre union, avoir des enfants qui soient obligés... Et là, ça devenait très complexe. Oui, puis du côté fiscal, de toute façon, une fois que vous habitez ensemble, que ce soit vos enfants, pas vos enfants, on prend pour acquis que vous contribuez aux frais du ménage. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'on avait dit, on ne veut pas d'obligation alimentaire qui se poursuivrait au-delà de plusieurs unions, peut-être. Peut-être une minute juste pour revoir la composition de ce patrimoine familial, d'union parentale. Voyez-vous, ça va risquer pour les juristes d'avoir de la confusion. D'ailleurs, j'ai fait un écrit là-dessus pour surtout faire ressortir les dissemblances. Mais le patrimoine d'union parentale, d'abord, il est constitué la journée même où l'enfant naît. Moi, j'ai écrit un article en disant « Avec les cris de l'enfant naissant naît l'union parentale et constitution du patrimoine parental. » Donc, les résidences, donc principale et chalet, ça avait été discuté parce que dans le projet, c'était uniquement la résidence principale. Alors, les résidences secondaires ont été aussi additionnées. Les meubles, évidemment, qui servent à l'usage de ces résidences et les accessoires, puis les véhicules automobiles. Donc, on vient de parler que la grosse différence, c'est qu'il n'y a pas de partage au niveau des biens et des gains de régime de rente, de pension, de REER, etc. Alors, donc, c'est ça qu'est le patrimoine. On peut s'en soustraire. Je ne sais pas si on va aller dans la précision, mais si c'est dans les 90 jours de la naissance de l'enfant, si d'un commun accord, le couple se retire, alors le patrimoine d'union parentale sera présumé n'avoir jamais existé. Alors que s'ils le font, mettons, 1 an, 2 ans, 3 ans après, là, le patrimoine va avoir existé. On gèle la valeur à la journée où ils s'en sortent, mais quand la rupture va arriver, on va partager les valeurs à la journée où il y a eu le retrait, où le couple s'est retiré. Oh mon Dieu, je ne voudrais pas être le notaire ou le juriste qui va avoir c'est parce que on me demandait souvent, bon, qu'est-ce à dire, quel est l'élément qu'il faut attirer l'attention des juristes là-dessus? Bien, c'est celui-là qui est très important. Parce que, d'abord, ça doit être obligatoirement notarié. Donc, mes consoeurs et confrères, je leur ai dit, dans vos actes, documentez, ayez un bilan, un état de la situation très important avec des valeurs fiables, et non pas juste sur le bout du nez, parce que ça va être des causes de litige. Mais je pense que l'autre élément
de l'union parentale, vous en avez dit mot tantôt, c'est la prestation compensatoire. Oui. Ça, c'est l'élément principal. On a hâte de voir, parce qu'au moment où on me pose des questions, vous écoutez. D'abord, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, mais ce que je sais, et la loi le prévoit, c'est que le ministre va émettre des normes. Donc, par règlement, il va donner des lignes directrices pour éviter que les couples qui se séparent aboutissent devant le tribunal. Donc, avec ça, ça va permettre d'éclairer leurs négociations et on espère qu'ils pourront régler leur affaire sans avoir à aller au tribunal. Mais corrigez-moi, est-ce que la prestation compensatoire, c'est un régime impératif? Oui. Ou il faut seulement que la personne qui se sent désavantagée à cause de la prise en charge de l'enfant fasse la demande? Bonne question. C'est obligatoire, mais en autant qu'il y ait un déséquilibre. Si les deux ont contribué également, on arrive et on dit, bien, il n'y a pas lieu à compensation. Les deux ont fourni des apports équivalents. La présence obligatoire, c'est que dans le cas où il y a un désavantage, et souvent le désavantagé ne se retrouvait pas de moyens, là, la loi dit, vous avez un moyen, servez-vous-en. Mais donc, il faut faire une demande à ce moment-là. Bien, c'est-à-dire que le conjoint qui s'estime désavantagé va dire à son conjoint qui le quitte, son ex-conjoint, bon, ben écoute, là, moi, là, j'ai mis ma carrière de côté, j'ai subi des avantages économiques et financiers, je veux que tu me compenses, et c'est ce que la loi dit. Alors, et on espère qu'avec les normes et les lignes directrices, le couple va s'entendre. Moi, je suis inquiète. Sinon, c'est le tribunal. Moi, je suis inquiète pour une chose, parce que ça s'appelle une prestation compensatoire. Existe déjà une prestation compensatoire dans le Code civil, et normalement, la prestation compensatoire, pour pouvoir en bénéficier, il faut s'être appauvri pendant que l'autre personne s'est enrichie. Et donc, il y a une relation de cause à effet. Et dans nous, ce qu'on avait proposé à l'époque, la prestation compensatoire parentale, c'était seulement si un des parents a subi un désavantage plus grand que l'autre, comme vous avez dit, si les deux ont fait la même chose. Il n'y a pas de prestation. Mais donc, on n'avait pas à prouver que l'autre s'est enrichi. C'était juste, bon, moi, je suis restée à la maison, j'ai perdu X de temps, etc. Et peu importe si vous, mon conjoint, l'autre parent, vous n'êtes pas enrichi, j'ai droit à une prestation compensatoire. C'est-à-dire que ce que j'ai... Parce que je suis retourné à certains écrits d'Alain Roy, qui était notre président du comité consultatif, et lui distingue les deux types de prestations. Et la prestation compensatoire parentale, il la cible vraiment sur un désavantage, peu importe que l'autre se soit enrichi ou pas. Exactement. C'est que un a subi un désavantage, alors que l'autre a continué tout simplement sa carrière, ses affaires, tout bonnement, et il a progressé, bien sûr. Alors, dans ce sens-là, on dit c'est enrichi. C'est vrai, vous avez raison de dire que le mot enrichi est inapproprié. Mais on est en présence d'une personne qui a continué, le conjoint, lui, qui a peu pris en charge les besoins de l'enfant, qui a continué dans ses affaires et sa profession et tout ça, et l'autre qui a mis tout ça en veilleuse, qui a perdu beaucoup d'avantages liés, par exemple, au nombre d'années d'emploi, avec tout ce que ça veut dire de congés, puis d'avantages au niveau de la pension. C'est ça qu'il faut compenser, c'est ça qu'il faut corriger. Bien, en tout cas, j'espère que la jurisprudence tiendra compte de ça, parce que vous vous rappelez, comme moi, si en 89, il y avait eu le patrimoine familial, parce que les prestations compensatoires ne jouaient pas leur rôle. Ça a pris le jugement de 92 pour dire justement qu'il fallait regarder ça un peu de la façon dont on vient d'en discuter. Mais moi, j'ai hâte de voir les fameuses normes, le fameux règlement que le ministre va adopter justement sur cette question-là, pour aider les couples à éviter d'aller au tribunal. Effectivement. Un peu comme il y avait eu les lignes directrices là, pour les pensions alimentaires. Exactement. On avait vraiment donné cette... moi, en commission parlementaire, c'est la comparaison que j'avais donnée.
Bien, une des choses dont je pense qu'on n'avait pas du tout discuté au comité, et je pense que vous êtes très heureux de voir, c'est la vocation successorale dont parle maintenant l'Union parentale. Je vais vous dire que les notaires ne la voient pas de si bon oeil que ça. Ah non? Non, parce que, d'abord, le comité, on ne l'avait pas retenu. Non. On avait trouvé que si on ne voulait pas intervenir législativement sur le rapport contractuel entre conjoints du temps qu'ils vivaient, on avait de la difficulté en termes de cohérence de dire que là, soudainement, au niveau du décès, il fallait intervenir. Alors que les gens ont l'entière liberté de faire un testament et de s'avantager ou non. Alors là, ce qui va arriver, remarquez que c'est pas mer et monde pour les notaires, mais il y aura des situations où ça va créer certaines difficultés, cette vocation successorale, et qui risque de créer des inégalités. On en parlait tantôt au niveau de par exemple, le clean break. Ouais. Là, on se retrouve à un moment donné où il y aura une vocation successorale qui va être au détriment d'enfants, par exemple, d'une première union ou d'une troisième union. Ouais. Ouais. Alors, on disait, en cohérence avec la position du comité, on ne voyait pas cette... Alors, c'est pour ça que ça nous a surpris. On a vu que c'était dans la loi. Oui, parce que ce que ça fait, si je comprends bien, c'est que la personne qui serait, par exemple, la conjointe ou le conjoint d'un parent séparé, pourrait avoir, c'est quoi, le tiers s'il y a des enfants? Oui, le tiers s'il y a des enfants, c'est en concurrence avec les pères et mères ou frères et sœurs, bon, etc. Alors, ça peut être assez curieux, surtout, par exemple, si le patrimoine n'est pas très élevé et que, en toute logique, ça devait aller plutôt aux descendants, l'autre n'étant peut-être très bien pourvu et n'ayant pas besoin de cet héritage-là. Et comme vous dites, je pense que ça va contrairement à l'idée de clean break qu'on avait eue. Parce que là, ça peut... Peut-être en cas de décès, ça pouvait être intéressant. Si c'est pendant l'union qu'il y a un décès puis ils n'ont pas pensé faire un testament. Mais en cas de séparation, effectivement, ça risque d'être compliqué. En commission parlementaire, j'ai soulevé le point que je trouvais que c'était injuste envers des conjoints de fait qui ont 15, 20 ans, 30 ans de vie commune, sont aimés, s'aimaient encore au moment du décès, mais parce qu'ils n'ont pas eu d'enfants communs, ils n'héritent pas. Alors que l'autre, après 2-3 ans de vie commune, avec un enfant, accident, pas de testament, héritage. Alors, je ne sais pas comment ça va être interprété dans le public, mais moi, je m'attends que ça va poser des questions. Les gens vont... Peut-être pas tout de suite, ça va être au moment des... Non, mais là, il va y avoir quelques cas, puis là, ça va commencer. Pour avoir fait des tribunes radiophoniques, je le sais que ça va retentir, ça, c'est sûr et certain. Parce que jusqu'à maintenant, l'union parentale n'a pas eu l'air de faire beaucoup de vagues. Non, j'ai été surpris. J'ai été surpris de ça. Moi, je m'attendais... par exemple, j'ai eu un article dans la presse il y a quelques semaines, puis moi, je m'attendais d'avoir des retombées, des soulèvements. Zéro. Étonnant. Non, on dirait que les gens en sont pas conscients, au fond, de cette union parentale. Il n'y a pas eu un très gros battage médiatique non plus. Non. Puis probablement que c'était désiré, là c'est une pure hypothèse, mais si on regarde, l'adoption de cette loi-là n'a pas suscité de controverse dans la société. On n'a pas vu de levée de drapeau, on n'a pas vu de manifestation. On n'a pas rien vu qui pouvait questionner sérieusement le bien fondé de cette union parentale. Bon, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore au courant de la vocation successorale dont vous parlez. Et puis, pour les couples conjoints de fait qui n'ont pas d'enfants, ça ne les touche pas du tout. Puis là, ça va juste être à partir de ceux qui vont naître très bientôt, là, me semble, à partir du 29 juin. Donc... En tout cas, à parfaire, c'est ce que le comité avait mentionné, c'est que les parents d'enfants, même s'ils sont nés avant le 29 juin 2025, mais qui continuent d'en avoir la charge, que la prestation compensatoire puisse débuter à partir du 30 juin 2025. Ça, c'était dans nos recommandations. Ça n'a pas été retenu.
C'est malheureux parce que le fait, regardez, si on fait un cas de figure, le 28, un enfant naît, pas d'union parentale. Par un concours de circonstances, de difficultés d'accouchement, l'enfant naît le 30 juin. Là, il y a union parentale. Ouais. Avec tout ce que ça veut dire, dont la prestation compensatoire parentale dont on a parlé. Alors, moi, je trouvais ça bien de dire, il y avait une cohérence pour dire, à partir de maintenant, les personnes, parents d'un enfant qui en prend charge, on doit tenir compte de cette réalité-là dans l'évaluation de ces désavantages potentiels au plan financier et économique. Ah, mais je pense que ça risque de faire des cas de figure assez intéressants parce que beaucoup de couples là, qui ont eu un enfant au cours, disons, de la dernière année, un premier enfant, risquent d'en vouloir un deuxième. Et le deuxième il y aura une compensation parentale pour le deuxième, mais pas pour le premier. Là, vous soulevez un très bon cas de figure. Moi, je dis, comment est-ce que ça va se gérer? Il y a évidemment la possibilité pour le couple qui le veut de s'approprier le régime. On peut faire un acte, même pas notarié, ça peut être tout simple privé, comme quoi on se soumet aux dispositions de l'union parentale. Petite question pratique alors pour vous. Il y a un premier enfant qui est né avant le 29 juin, un deuxième qui naît dans 6 mois, je ne sais pas quoi. Le couple est encore ensemble pendant X années. 5 ans plus tard, ils se séparent. Est-ce qu'ils peuvent déjà à ce moment-là aussi faire que embarquer dans le régime d'union parentale ou s'il faut que ça soit fait plus tôt? C'est-à-dire que, évidemment, si on veut s'assujettir au régime d'union parentale, il faut toujours être en vie commune. Il faut être des parents d'un enfant commun vivant ensemble. Alors, si on est en rupture, mais là, on peut pas dire, savez-vous, on va se... De toute façon, il n'y aura pas d'accord conjoint. Probablement pas, non. Alors, non. Ce qui est intéressant pour les juristes qui auront à ces cas-là, parce qu'il va y en avoir des gens qui vont dire, oui, nous autres, ça nous plaît ce régime-là, et on veut s'y assujettir, même si nos enfants sont nés avant la date du 29 juin 2025. Mais il y a des éléments, surtout s'il y a naissance d'enfants ultérieurs, parce que là, ça va défaire des conventions qu'ils auront faites. Ils devront réaffirmer s'ils veulent se soustraire, par exemple, au patrimoine d'union parentale. Là, ils devront faire une convention disant « on maintient notre exclusion ». Quel est le message que vous aimeriez transmettre à la communauté juridique? Suite à cette réforme, on le dit, elle n'est pas totale. Non, la réforme est loin d'être totale. Et c'est peut-être ça, moi, qui m'interpelle le plus. Je me demandais si, peut-être que je leur prête des intentions qu'il n'y a pas, si le législateur n'a pas décidé d'y aller petit morceau par petit morceau à la fois pour faire moins de vagues. Et donc, dans ce cas-ci, on a traité seulement de l'union parentale. Je pense que le comité avait des recommandations beaucoup plus larges que ça. On voulait laisser beaucoup plus de place à l'autonomie des couples. On en a parlé tantôt, que les couples qui sont désireux de se marier et qui ne veulent pas être assujettis au patrimoine familial, qui puissent opter out. Et d'un autre côté, s'il y a des couples en union de fait qui désirent être protégés par le patrimoine, qui le faire. Donc, moi, j'aimerais que la communauté juridique continue de pousser pour qu'on puisse avancer et pour faire adopter, dans le fond, l'ensemble des positions que le comité avait. Et peut-être aussi, on n'a pas parlé du tout des conjoints qui n'habitent pas ensemble, qui auraient un enfant, puis ceux-là, on les a laissés dans le vide. Donc là, présentement, les couples mariés sont protégés avec le patrimoine familial, prestations compensatoires, ici aussi. Et là, il en reste un autre morceau. Donc, moi, j'aimerais ça que finalement, on ait aussi, peut-être un régime là, qui soit plus cohérent et donc qu'on continue de mettre des blocs. Je pense qu'on a mis un bloc ici, on avait mis d'autres blocs là avant, et je pense que c'est ça que j'aimerais, moi, que la communauté juridique fasse.
En fait, on vit en cette matière ce que moi j'appelle de la politique. Pas nouveau qu'un groupe de travail ait proposé des changements profonds, larges, etc., et que le législateur en choisit quelques-uns et ne touche pas au tout. En fait, quand le gouvernement du Québec, et à ce moment-là, c'était le Parti libéral qui était au pouvoir, a reçu le rapport, a trouvé que c'était tellement gros qu'on préférait rien faire. Le ministre de la Justice actuel, lui, il a décidé d'y aller. D'abord, il a réglé l'affiliation, parce que ça, c'était vraiment très important. Il a, après ça, bougé au niveau des grossesses pour autrui. Et après ça, on arrive avec l'union parentale qui, en fait, c'était notre discussion, n'a pas embrassé aussi large qu'on aurait désiré. Alors, la communauté juridique, oui, mais je pense que c'est aussi à la population. S'il y a une pression de la population, ça va avancer. Et moi, je pense que l'union parentale va être la semence. Puis là, les gens vont dire, hey, comment ça fait que ça marche de même, eux autres? C'est le fun de même, puis moi, je suis pris avec un carcan. Moi, je pense que c'est ce qui va se produire avec l'implantation concrète de l'union parentale dans la population. Ça va soulever des questions, puis là, il y a des gens qui vont se dire, hey, moi, j'aurais aimé ça. J'aimerais ça cette façon-là plutôt que l'autre. Mais quand vous dites que ça va venir de la population, c'est pas toujours évident. Parce que ce qui avait fait ici beaucoup avancer le dossier, c'est la cause Éric Lola. Bien sûr. Et donc, c'était une cause, la personne avait les moyens de pouvoir poursuivre la cause. Et donc, mais d'un autre côté, je pense qu'il y a aussi les associations communautaires de familles monoparentales, familles recomposées, qui, je pense, peuvent pousser à ça. En fait, c'est ce que j'ai en vue. C'est ces organismes-là qui façonnent l'opinion publique, dans le fond, par leurs organismes. Moi, le conseil que j'aurais à donner à mes collègues juristes, c'est pour les praticiens de ne pas s'aventurer dans le domaine du droit de la famille avec des connaissances approximatives. C'est devenu à ce point une matière complexe et importante que c'est une spécialité. Alors, je pense que ce n'est pas avoué d'être incompétent, d'arriver puis de dire à quelqu'un, savez-vous, ça, je ne suis pas compétent là-dedans. Je vous réfère à. Alors, puis, souvent, quand une nouvelle législation arrive comme celle-là et qu'il y a une formation qui est donnée un peu à tout le monde, il y en a beaucoup qui pensent qu'avec cette formation de départ, ils deviennent compétents, ce qui n'est pas le cas. Bien souvent. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris et apprécié en faisant partie du comité. Moi, je ne suis pas une juriste. Et donc, mais c'est ça qui est important. On avait besoin de ça, un regard autre. Exactement. Et l'autre chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on a eu des discussions qui se sont étalées sur 2 ans, mais c'était vraiment des discussions où on pouvait, au départ, ne pas du tout être d'accord, faire valoir des arguments. Et c'est comme ça que le comité a progressé. Et puis moi, j'ai bénéficié beaucoup de faire votre connaissance aussi et de tout ce que vous apportiez avec votre point de vue. Vous étiez à la tête de la Chambre des notaires à ce moment-là. Oui, au début. Et pas à la fin, là, mon terme était terminé, mais effectivement, c'est... Alors, écoutez, je pense qu'on va souhaiter que cet entretien soit bénéfique à la communauté juridique. C'est le but. Et puis, peut-être qu'on aura l'occasion d'avoir une deuxième étape. On va se le souhaiter. Mais peut-être même, moi, j'espérerais même que ça ne soit pas seulement pour la communauté juridique. Parce que je pense qu'il y a des éléments ici que vous avez soulignés que les non-juristes qui travaillent dans le milieu de la famille pourraient bénéficier. Alors, voilà. Merci. C'était un plaisir. Oui, moi aussi.